Alors, dans cette première section consacrée à la juridiction internationale, nous avons vu tout au long de ce premier paragraphe comment la juridiction internationale est attribuée. L'attribution, c'était notre paragraphe premier, l'attribution du pouvoir juridictionnel avec grand A, l'organisation juridictionnelle, grand B, l'engagement juridictionnel. Une fois que le pouvoir de juger est attribué, il faut en mesurer l'étendue, ce qui est la question traditionnelle de la compétence. Paragraphe 2, l'étendue de la juridiction, la compétence. Alors il faut dire un mot des caractéristiques de la compétence avant de voir rapidement, de présenter quelles sont les conditions de compétence dans le procès international. Grand A, les caractéristiques de la compétence. La compétence est comprise dans le procès international comme la sphère qui identifie l'ensemble des différends dont la juridiction peut connaître. Alors, il s'agit simplement de savoir les affaires que la juridiction peut entendre, ce dont elle peut connaître. En revanche, la question de savoir si, au regard des prétentions des parties dans une affaire donnée, elle peut effectivement exercer son pouvoir de décision, ce deuxième aspect, cette deuxième question, relève de ce qu'on appelle les conditions de recevabilité. La compétence, elle se distingue donc de la recevabilité comme elle se distingue du pouvoir. La compétence, c'est ce dont on peut entendre, ce dont on peut connaître, ce qu'on peut entendre, et ensuite, à l'intérieur de cette sphère, de ces différents, il faut savoir si on aura le pouvoir de juger, le pouvoir d'instruire, le pouvoir d'adopter des mesures provisoires, etc. Il reste que dans le procès international, c'est un élément essentiel, dans le procès international, la frontière entre compétence et recevabilité n'est pas étanche. Et plus précisément, ce qui relève aujourd'hui de la recevabilité peut relever demain de la compétence si cet élément de recevabilité figure expressément dans l'engagement juridictionnel comme une limite à la dévolution du pouvoir de juger, c'est-à-dire comme une façon d'identifier les différends dont la juridiction peut connaître. L'hypothèse classique est l'hypothèse de la nationalité. La nationalité, c'est une condition de recevabilité des actions en protection diplomatique. Oui, mais dans les litiges, dans les procédures qui sont limitées à la connaissance des litiges des nationaux d'un État contre un autre État, par exemple pour le tribunal Iran-États-Unis, les litiges entre Iraniens et États-Unis et entre Américains et Iran, dans cette hypothèse, dans ce type de procédure, la nationalité devient une condition de compétence. Elle cesse d'être une condition de recevabilité pour devenir une question de compétence. La distinction entre compétence et recevabilité ne se traduit pas nécessairement par un ordre d'appréciation du tribunal. Bien sûr, le tribunal ne peut pas juger d'une affaire pour laquelle il n'a pas compétence. Mais, pour des raisons d'économie de la motivation, de bonne administration de la justice, un tribunal international peut rejeter au titre de la recevabilité, pour une irrecevabilité manifeste, une requête qui soulève une question de compétence épineuse et que la juridiction choisit de ne pas trancher. L'exemple historique, un des grands exemples dans le procès international, c'est l'affaire de l'Interhandel, jugée par la Cour internationale de justice en 1959, qui rejette, au titre de la recevabilité, sans trancher une difficulté épineuse de compétence. Lorsqu'on parle de la compétence dans le procès international, on parle de la compétence sur le fond, donc la compétence pour trancher le litige qui est porté devant la juridiction. Elle se distingue donc de ce qu'on appelle la compétence de la compétence, qui est le pouvoir de principe, reconnu par un principe général à toutes les juridictions, le pouvoir de toutes les juridictions internationales, le pouvoir de principe de trancher les litiges relatifs à sa propre compétence. En cas de litige sous la compétence d'une juridiction internationale, c'est elle qui tranche, c'est cela qu'on appelle la compétence de la compétence.
Lorsqu'on parle de la compétence, on parle encore de la compétence au principal, c'est-à-dire pour le litige principal soumis à la juridiction. Du point de vue du procès international, il faut cependant savoir que le principe est que la compétence pour le principal emporte avec elle la compétence pour les questions préjudicielles. C'est-à-dire que si une juridiction internationale est confrontée à un problème qui ne relève pas de sa compétence, mais dont le traitement est nécessaire pour juger du litige principal, qui lui relève de sa compétence, alors la juridiction internationale tranchera elle-même toutes les questions préjudicielles. Elle ne renverra à personne. Elle tranchera elle-même, même si cela relève de la compétence exclusive d'une juridiction, comme la juridiction européenne, ou même si cela relève du droit national d'un État. Il n'y aura pas de renvoi préjudiciel. La compétence principale emporte avec elle la compétence préjudicielle. Le juge du principal juge. Il faut savoir aussi en droit international que le droit international est par principe une matière de type civil, une matière de type disponible, où les parties disposent de leurs droits. Il y a évidemment des exceptions, mais c'est le principe général de l'organisation du droit international. Il en résulte que, en matière de compétences, le principe est là encore la disponibilité. C'est-à-dire que si le défendeur ne se prévaut pas d'une exception d'incompétence dont il aurait pu se prévaloir, il est réputé y renoncer et accepter l'extension, entre guillemets, de la juridiction, de la compétence qui en résulte. C'est ce qu'on nomme dans le jargon du procès international le forum prorogatum, qui ne correspond pas à l'institution du droit interne, c'est une institution du procès international qui veut dire tout simplement que en ne protestant pas, en ne déclinant pas la compétence de la juridiction, on accepte qu'elle juge sur le fond et en étant la compétence. Évidemment, il y a une limite à cette disponibilité. Lorsqu'une juridiction est créée par un traité multilatéral pour une certaine fonction, on peut comprendre que les parties ne puissent pas s'accorder pour l'utiliser pour une autre fonction. Et donc, la disponibilité trouve comme limite ce qu'on pourrait appeler par commodité le changement de fonction, ou la transformation de la fonction de l'organe qui a été créé. Donc on peut comprendre que, par exemple, dans le domaine de l'investissement, un tribunal puisse soulever d'office un moyen qui l'incompétence pour une question qui manifestement excède, par exemple, la compétence du Centre pour le règlement des différends internationaux, le CIRDI, car on sortirait de la fonction créée par la Convention de Washington, accord multilatéral. Voilà quelques éléments sur les caractéristiques de la compétence internationale. Un mot maintenant grand B sur les conditions de compétence. Il s'agit des conditions classiques. D'abord, la compétence matérielle, la compétence rationnée matérialiste, c'est-à-dire que les juridictions internationales ont une compétence limitée en général à une certaine matière, ou plus exactement à l'application d'un texte, avec la seule exception de la Cour internationale de justice qui peut avoir une compétence générale, mais sa compétence générale veut dire alors encore qu'elle est limitée à l'application du droit international dans son ensemble. Et donc, elle ne serait pas compétente si la question qui est portée devant elle ne serait pas une question de droit international. Au titre de la compétence matérielle, évidemment, il y a une frontière à faire entre la compétence matérielle et le fond. On considère que on parle alors d'une appréciation prima facie pour la compétence matérielle, c'est-à-dire qu'il suffit d'établir qu'on peut raisonnablement soutenir qu'un texte est applicable ou qu'une violation a eu lieu, lorsque c'est la violation qui est exigée au titre de la compétence matérielle. On peut raisonnablement soutenir que donc le texte est applicable pour que la compétence matérielle soit reconnue. C'est ensuite sur le fond qu'on verra s'il est effectivement appliqué au fait de l'espèce et comment. On considère en général que c'est la Cour internationale de justice sur l'affaire Ambatiellos en 1953 qui a posé de la façon la plus claire
ces principes. Pour la compétence personnelle, elle varie suivant les engagements juridictionnels. Il faut donc vérifier, par exemple, qu'une personne est bien un agent d'une organisation dans le domaine de la fonction publique ou qu'elle est un investisseur dans le domaine de l'investissement. On parle parfois également de compétence rationnée voluntatis pour la compétence personnelle, pour désigner le fait que, notamment, l'État défendeur doit avoir accepté la juridiction. On l'a vu, un État ne peut pas être soumis à la juridiction sans sa volonté, et c'est donc la compétence, l'acceptation du défendeur qui est appréciée à ce titre, sachant que il peut naturellement y renoncer, en principe, au titre du forum prorogatum. La compétence territoriale, la compétence rationnelle loci, spatiale, ne devrait pas poser et ne pose pas de problème en général en droit international, car les juridictions internationales n'ont pas de ressort, avec toutefois deux réserves. La première, c'est que les juridictions relatives aux droits de l'homme peuvent juger des requêtes portées contre les États partis, mais seulement pour les affaires, pour les violations qui auraient eu lieu sous leur juridiction, c'est-à-dire sous leur compétence. Alors, on sait que si, on comprend que si un État envoie des agents à l'étranger pour procéder à des violations des droits de l'homme, ces agents à l'étranger relèvent de l'État, et donc on devrait naturellement considérer que la violation a eu lieu sous sa compétence, c'est-à-dire qu'il y avait un lien à travers les agents entre le comportement et l'État. Mais on doit signaler une jurisprudence limitative et certainement jugée par beaucoup trop limitative de la Cour européenne des droits de l'homme en 2001 de l'affaire Bankovic, qui a considéré que les bombardements dans le territoire de l'ex-Yougoslavie n'étaient pas sous la juridiction des États qui procédaient au bombardement, les États partis à la Convention européenne des droits de l'homme, et que donc elle ne relevait pas de la juridiction de la Cour elle-même, puisqu'il n'avait pas lieu sous la juridiction d'un État parti. C'est une solution qui a été critiquée et qui est de toutes les manières dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme assouplie, notamment parce que lorsque l'État contrôle un territoire étranger, notamment par l'envoi de troupes au sol en particulier, alors évidemment, face à ce contrôle effectif de l'espace concerné par l'État mis en cause, il ne pourra plus dire que la question ne relève pas de sa juridiction. Vous voyez l'arrêt rendu en 2011 de l'affaire Al-Skeini contre Royaume-Uni. Enfin, s'agissant de la compétence temporelle des juridictions internationales, on peut mentionner le principe qui est celui de l'entrée en vigueur immédiate de l'engagement juridictionnel, c'est-à-dire que la compétence temporelle s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance. Si l'engagement juridictionnel est en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, la juridiction est compétente rationnée temporis, et peu importe que les faits soient antérieurs, éventuellement que le litige soit antérieur, ou peu importe que, à sens inverse, après l'introduction de l'instance, l'engagement juridictionnel soit abrogé. Du moment où il était en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, la juridiction est compétente. Il reste que, dans la pratique, il y a beaucoup d'exceptions à ce principe dans les différents domaines techniques du droit international, notamment parce que souvent, la juridiction est liée à l'application d'un texte, et alors, les litiges antérieurs, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du texte, on considère qu'ils ne relèvent pas de la juridiction du tribunal. Mais alors, lorsque c'est le cas, cela devrait être plutôt une incompétence matérielle, c'est-à-dire le texte n'était pas applicable. Même dans cette hypothèse, il faut faire attention car un fait antérieur à l'entrée en vigueur du traité peut encore tomber sous le coup du traité s'il constitue une situation continue qui devient illicite au moment de l'entrée en vigueur du traité. C'est alors le fait illicite continu qui va tomber sous le coup du traité. Et par là,
dans la juridiction matérielle et temporelle du tribunal.